sur la transformation agile et notamment notre conviction qui est que la transformation agile, eh ben, c'est une formidable aventure humaine. Mais avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de regarder une vidéo des petits collègues qui ont participé à ça. On est plus rapide, on boucle plus vite sur le résultat, on montre d'ailleurs les choses à mesure qu'on les construit, et donc certainement c'est favorable à ce que le résultat final soit meilleur si on a décidé qu'on allait développer un service pour notre client. Plusieurs bénéfices pour le collaborateur. À la fois, il comprend mieux le service qu'il est en train de construire, puisqu'il est en contact avec la personne qui va l'utiliser, et il est en contact avec tous les gens qui vont construire ce service. Ça donne beaucoup plus de sens au collaborateur dans son travail au quotidien. Et c'est beaucoup plus agréable par cette interaction permanente avec les différents acteurs. L'avantage pour AG2R à la mondiale, c'est la synthèse entre l'intérêt du client et l'intérêt du collaborateur. Donc le mix des deux permet effectivement de créer justement ce rapport de force qui permet de mettre en avant tous les apports pour l'utilisateur final et pour le collaborateur. Donc une vraie synergie, quoi. Finalement, on se rend compte là-dedans qu'avec la méthode, vous avez plein de métiers nouveaux, donc vous pouvez avoir une dizaine de métiers différents. Les métiers classiques de l'informatique qu'on avait avant, il y en a plein de nouveaux. Et puis, finalement, on travaille tout le temps en équipe. La qualité clé pour tous ces gens-là, c'est d'être curieux, d'être ouvert, et d'être ouvert à la discussion, et c'est comme ça que les choses avancent. L'ouverture et la transparence sont les maîtres mots de l'agilité. Si on reste enfermé sans oser dire les choses et expliquer ce qu'on comprend ou ce qu'on ne comprend pas, l'agilité ne peut pas se mettre en place. Ma plus grande fierté, c'est de pouvoir apprendre tous les jours, de pouvoir prendre des fonctionnalités différentes à chaque sprint et de pouvoir évoluer en permanence. C'est à la fois mener la transformation en parallèle du reste de l'activité, parce que mener cette transformation, c'est un réel projet qui demande beaucoup d'énergie, et alors que l'activité continue. Une deuxième difficulté, c'est l'organisation qui bouge à côté d'organigrammes qui sont déjà posés. Et donc le rôle des managers dans cette organisation qui évolue est quelque chose qui n'est pas évident à appréhender et à mettre en place. En deux mots, c'est la fin du clivage MOA. On a un métier qui comprend mieux l'informatique et surtout une informatique qui comprend mieux le métier. Donc du coup, on délivre plus vite de la valeur business pour nos clients. Une grande transformation. Avec les métiers, on était vraiment une sorte de compétition, alors que maintenant, on travaille ensemble. Donc pour moi, c'est vraiment une vraie différence. L'agilité, pour moi, c'est avant tout une remise en cause, une remise en question. Rien n'est acquis. Et c'est aussi et avant tout de l'amélioration continue. Donc des petits pas qui nous permettent de progresser. Je faisais de l'agilité avant, mais sans vraiment me rendre compte. Sauf que je ne la faisais pas complètement. Aujourd'hui, j'ai acquis beaucoup d'outils et de codes qui permettent de progresser, de faire progresser l'équipe. Et moi aussi de progresser et d'apprendre tous les jours. Pour les équipes qui ne sont pas encore agiles, il faut y aller le plus rapidement possible pour apprendre, pour recommencer, pour essayer, pour corriger ses erreurs et progresser. C'est cool et hyper motivant. On s'éclate. Un petit commentaire peut-être, Pierre, sur ce film? Alors, moi je dirais qu'on a bien fait d'y aller, de lancer cette transfo. C'est une vraie réussite, mais on a encore du chemin à parcourir, mais on en parlera un peu tout à l'heure. Ah ouais. Et toi, Cédric, notre coach? Ce qui était cool, c'est quand on leur a demandé de participer à cette petite vidéo, ils étaient ultra motivés pour parler à travers cette conférence et vous raconter un peu ce qu'ils vivent au quotidien. Ce que je vous propose, c'est qu'on se présente, parce que c'est vrai que le groupe AG2R Mondial, alors je dirais mondialement connu à travers son équipe vélo, mais on fait bien autre chose, bien évidemment. Et vous allez comprendre pourquoi on a besoin de se transformer. On est un groupe de protection sociale et sociétale, c'est-à-dire qu'on fait de la santé, de la prévoyance, de l'épargne, de la retraite. Et ce sont les métiers que l'on adresse, je dirais, au quotidien. Sur un groupe qui fait 10 500 collaborateurs, et c'est bien ça l'enjeu de transformation vers l'agilité, et surtout pour servir 15 millions de clients, parce que n'oublions pas que toute cette transformation, c'est pour aller vers le client, c'est pour transformer et le servir plus rapidement.
Alors, de l'agilité, on en fait depuis 11 ans. Dans le groupe AG2R La Mondiale, on a commencé plutôt sur des exercices du front office, plutôt standalone, des sites internet. Et c'était plutôt sympa, une grande famille qui travaillait ensemble, des fois pas complètement colocalisée, mais naturellement qui se parlaient. Et puis entre Paris et Lille, c'est plutôt bien. Voilà, on travaillait sur des petites choses non connectées au système d'information. Mais je laisse Cédric vous parler de ses premiers pas peut-être. Donc 2008, premier projet agile. À l'époque, le responsable des études nous avait demandé d'aller un peu explorer vers de nouvelles méthodes. C'était le début de notre expérimentation. Ça a bien fonctionné, ultra bien fonctionné. On a remis ça en 2009 sur 2 projets. J'ai eu la chance de participer à l'un de ces 2 projets-là. Oui, et c'est quoi tes premières impressions, Cédric? Alors j'ai envie de vous dire, comme un peu tout le monde, certainement plein de gens dans la salle, quand on tombe dedans, c'est quand même ultra compliqué de revenir en arrière. Sur ces 2 projets-là, 2009, on était sur des équipes métiers IT ultra soudées, accompagnées, coachées. On avait redonné du sens à ce qu'on faisait, surtout pour qui on le faisait, l'utilisateur final, c'était hyper important. Et quand je voyais à l'époque le travail du coach, on s'était fait accompagner, on n'a pas démarré tout ça. Du coach avec le Scrum Master, le PO et l'équipe pour ce côté humain, je trouvais ça tout simplement génial. Et c'est ce qui m'a donné envie après de faire ce job de Scrum Master et ce job de coach agile. Ensuite, 2011, domaine internet, on est monté jusqu'à peu près 70 personnes. De 2011 à 2015, à peu près que des projets agiles de 500, 1000 jours, des équipes Scrum à peu près d'une dizaine de personnes. Et à un moment, en 2015, on a voulu aller plus loin, on a voulu développer plus gros. Et je vais laisser Arnaud, parce que c'est un peu de sa faute si c'est arrivé, vous présenter l'accident qu'on a eu en 2015. Merci Cédric, je te reconnais bien là, en fin de compte, parler de sinistre, c'est pour moi en fait. Voilà, pour enchaîner, effectivement le groupe grossit, des projets de plus en plus gros, et puis on n'avait pas changé forcément notre méthode de delivery. On va dire que la transformation qu'on avait commencé à opérer était plutôt très IT. On n'avait pas forcément embarqué les métiers, qui nous faisaient encore des cahiers des charges de 250 pages, plutôt implicites. Et évidemment, quand on fait de l'informatique et qu'on développe derrière, l'implicite, ça donne des résultats assez moyens. Voilà, et puis des équipes qui n'étaient pas localisées, on ne se parlait pas forcément, on s'envoyait beaucoup de mails à cette époque-là. Et pour vous donner un retour d'expérience, moi je me souviens de la fois où, après un an d'expérimentation à ces développements très à côté de ce que voulait le métier en fin de compte, j'ai dû aller voir le directeur général de la ligne métier pour lui expliquer que ce qu'on avait fait, on avait dépensé un petit million d'euros, on allait le jeter. Ça c'est le côté assez sympathique, et puis surtout on allait refaire quelque chose mais sans lui dire exactement ce qu'on allait faire, puisqu'on allait passer dans une autre méthodologie qui allait développer beaucoup plus vite par rapport à ça, et on allait lui montrer beaucoup plus fréquemment. Mais voilà, ça fait partie des aléas du métier, et c'est comme ça qu'on a commencé, on va dire, la transformation de l'agile à l'échelle. Cédric, un petit mot sur cet accident peut-être? Oui, à l'époque, il y avait trop de monde, il y avait trop de directions avec des priorisations pas du tout partagées, des visions pas du tout partagées. Et nous, ce qu'on remarquait pour avoir vécu déjà le Scrum, l'agilité depuis un petit bout de temps, c'est qu'il y avait un décalage entre ce qu'on savait faire, ce qu'on vivait dans les équipes, ce bon sens, et on n'arrivait pas à le mettre, on n'arrivait pas à le transposer sur ce collectif à peu près d'une cinquantaine de personnes. Donc on a commencé à regarder un peu ce qui se passait à l'époque, ce qu'on appelle maintenant l'agilité à l'échelle. Et pareil, je laisse Arnaud en parler, parce que c'est aussi de sa faute si on s'est embarqué dans de safe. Alors, je vous rassure, on ne va pas parler que d'accident cet après-midi, mais plutôt d'une réflexion de fond qui disait comment on passe de ces petites équipes colocalisées qui se parlaient comme une petite famille à une grande entreprise qui développe de plus en plus gros des sujets, et des sujets, on va dire, de plus en plus de relations avec le front et le back-office. Mais permettez-moi de vous présenter Pierre, le business partner, parce qu'il vient de passer sa certification. Enfin, il ne l'a pas tout à fait, il n'a pas encore passé sa certification. C'est comme si c'était fait. C'est comme si c'était fait, on a besoin de réviser, justement pour réviser, puisque c'est la rentrée des classes. Safe, c'est quoi pour toi? Alors, Safe, c'est surtout un cadre qu'on a choisi en complément de Scrum, parce que justement on avait besoin de passer à cette nouvelle échelle et de synchroniser l'ensemble des équipes. On souhaitait fonctionner non plus en produit, mais en chaîne de valeur. Et donc, voilà, à l'époque, on a choisi Safe parce qu'on a considéré que c'était un framework qui était ni rigide, ni figé, et qu'on pouvait le faire évoluer. Et d'ailleurs, chez nous, on ne dit pas que notre framework c'est Safe, mais on dit que c'est Safe by AG2R La Mondiale.
Pour en revenir à cet accident en 2015, donc on avait vraiment ce besoin de ce qu'on arrivait à produire sur des équipes, de le produire sur ce collectif. Et le besoin, c'était de refocuser tout le monde sur le même objectif qui était le client, parce que quand on a fait un an sans délivrer quoi que ce soit, la vision partagée, il n'y en a plus du tout, on est plutôt en mode conflictuel. On avait besoin, Pierre l'a dit, on avait besoin de cadencer et d'aligner tout le monde. On avait pendant un an donné aucun avancement, aucun indicateur sur où on en était, ou comment on en était, ce qui passait, ce qui nous restait à faire. Donc là, vraiment, on avait comme objectif, un des objectifs premiers, c'est de donner de la visibilité. Et puis, ce qui après a été une valeur, enfin, on a eu envie vraiment que ce soit une valeur, parce que c'était vraiment ce qui nous contraignait, c'était, on ne peut pas tout faire maintenant en même temps, c'est pas possible. On fait tout un peu et pas très bien. Et quand on a commencé à avoir des petits retours d'expérience de CEF en 2015, on s'est dit, tiens, ça peut être, je ne vais pas dire notre salut, parce que c'est un bien grand mot, mais on a dit, il y a quand même des choses ultra intéressantes qui permettent de transposer ce qu'on sait faire au niveau équipe, ce qu'on ressent, le transposer et l'appliquer à l'échelle de tous. Ouais, j'ajouterai un point aussi, c'est ce qui est important pour nous, c'est que la co-responsabilité soit au plus près de l'exécution, c'est-à-dire que c'est celui qui sait qui fait. Une seule personne ne peut pas forcément bien décider pour tout le monde, et donc on préfère mettre autour de la table 30 personnes qui, à l'occasion d'un PI planning, décident ensemble, en collectif, plutôt qu'une seule personne porte tout. Pour continuer sur la trajectoire qui était commencée d'être décrite, après l'accident évoqué, on a continué à se transformer en formant notamment plus de 200 collaborateurs. On a été accompagné par la DRH, avec laquelle on a mis un parcours de formation en place, un parcours de formation certifiant. Mais c'est un peu comme quand vous passez votre permis de conduire, bon, vous avez le papier, mais il faut quand même au début être un peu accompagné. Et donc dans ce cadre-là, le rôle de coach est vraiment essentiel, et moi qui suis appelé certifié, voilà, je me fais beaucoup aider de Cédric et évidemment des interros d'Aaron. En complément de la formation, on a continué à lancer un certain nombre d'initiatives agiles, en lançant ce que nous on appelle des mini-trains, voilà, des trains d'une trentaine de personnes, mais qui continuent à s'auto-organiser parce qu'on n'avait pas encore lancé une transformation à l'échelle. Et aujourd'hui, on a plus d'une quinzaine d'initiatives en place, dont 2 trains safe de plus de 80 personnes. Le premier qui était lancé en 2017, qui est 8X, qui est chez nous un back-office d'assurance de personnes. Et puis un second qui est Edgy, qui était lancé plus récemment, mais dont on vous reparlera parce que pour nous, c'est vraiment une étape vraiment importante dans notre transformation. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément fait encore de l'industrialisation à l'échelle, on a fait de l'expérimentation à l'échelle. Mais en tout cas, notre cercle de personnes agiles continue à s'accroître. Du coup, on n'est plus comme il y a une dizaine d'années, un embryon, un ovni au sein de l'entreprise, mais on commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et voilà, on a parlé tout à l'heure dans la précédente présentation de culture, là ça commence à grandir et c'est de bon augure, vraiment de bon augure pour la suite. Alors pour continuer cet élargissement, il y a déjà 1 an et demi, on a créé ce qu'on appelle une IT Factory. D'ailleurs c'est bête parce qu'on aurait pu inviter Ludovic qui est le patron de l'IT Factory. Ouais, ça aurait pu être sympa. Ouais, enfin il est un peu susceptible le garçon quand même. Ouais, et puis c'est pas le plus talentueux. Et Cédric, Pas prévu. Ah. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Ludovic Janson et d'applaudir le patron de l'IT Factory chez AG2R La Mondiale. Merci de m'avoir invité. Bon, Ludovic, maintenant que tu es là, tu peux peut-être présenter l'IT Factory. Donc l'IT Factory a été créé début 2018. Comme on a parlé Cédric tout à l'heure, initialement on avait un service internet et c'est ce service internet qu'on a transformé en IT Factory. L'idée avec l'IT Factory, c'est vraiment de changer de dimension. Historiquement, on fabriquait des sites web. Là, on s'est donné 2 enjeux. Le premier, c'est d'être un levier d'accélération sur le delivery digital. Et le deuxième, c'est d'être un moteur de transformation de la DSI. Est-ce que cette petite présentation va capter la main? Absolument non, monsieur le patron de l'IT Factory. L'IT Factory, c'est aussi un incubateur. On a besoin de transformer le groupe, on a besoin de transformer l'IT, et ça permet d'injecter des personnes dedans. Et en fait, voilà, quand on a lancé l'IT Factory, on ne savait pas forcément exactement ce que ça allait devenir, comment ça allait évoluer, mais voilà, on s'est lancé et on s'est dit ça va forcément nous apporter de la valeur. Et donc on est passé de je crée des sites internet à je transforme la DSI et je transforme la façon de délivrer avec les métiers. C'est un peu cette évolution, ce passage à l'échelle
qu'évoquait Cédric tout à l'heure. Ludovic, tu peux peut-être nous dire un petit mot aussi sur le nom de l'Active Factory. Pourquoi on a choisi ce nom-là? Oui, le terme est super important. Déjà, le terme de factory, ça met en avant toute notre ambition d'aller chercher toutes les pratiques, les outils qu'on retrouve dans des industries de fabrication de produits, qu'on va appliquer du coup à la fabrication de nos produits qui, eux, sont digitaux. Ensuite, on a choisi IT Factory et pas Digital Factory, vraiment pour mettre en avant et toujours garder en tête ce rôle de moteur de transformation de la DSI. Et cet IT Factory aujourd'hui, c'est uniquement à Paris ou c'est plus large? Non, pas du tout. C'est ni un service, c'est ni un site, mais c'est une vraie dynamique. Donc ici, initialement, dans la vision, on avait la vision de créer un réseau de factories sur nos différents sites en France pour pouvoir diffuser toutes ces pratiques, toute cette culture localement. Donc aujourd'hui, depuis début 2019, il y a une équipe de développeurs à Grenoble qui a rejoint la dynamique de l'IT Factory et du coup qui est devenu moteur de transformation de la DSI sur Grenoble. Et dans quelques jours, on va aussi avoir une équipe et notamment un coach qui vont être présents sur l'île pour diffuser aussi toutes ces pratiques. Donc aujourd'hui, l'IT Factory, donc c'est 3 sites dont je vous parlais. C'est 2 activités principales, du delivery de produits digitaux, mais pas que, parce que l'équipe de Grenoble délivre aussi des back-office, et un pôle d'accompagnement agile qui va accompagner tous les projets qui se lancent dans l'agilité, que ce soit à l'échelle d'une équipe ou à l'EXEI. L'IT Factory, c'est aussi un lieu d'agilisation des pratiques. Donc quand on a créé l'IT Factory, on a décidé d'embarquer l'ensemble des expertises régaliennes de la DSI en son sein, en allant chercher donc l'architecture, l'homologation, la production. Et ces personnes-là sont détachées à plein temps dans l'IT Factory. 80% de leur temps, ils travaillent sur les projets avec les équipes. Et les 20% du temps restant, ils travaillent avec leur communauté et leurs pairs pour faire évoluer les pratiques de leur communauté. Pour terminer, l'IT Factory, c'est également une académie de formation. Donc Nicolas Massin, vous avez vu tout à l'heure, qui est un Scrum Master. Initialement, c'est un chef de projet qui a la volonté de devenir Scrum Master et à terme RTE. Et du coup, on l'a accueilli au sein de l'IT Factory, on l'a accompagné avec du coaching, et au quotidien, il développe tous les savoir-être et les postures nécessaires sur ce rôle. Pour terminer, on est installé dans un lieu un peu particulier qui s'appelle le Paddock, qui est localisé à Paris-Bercy, qui est un lieu de transformation digitale, transformation agile. Et ce que je vous propose, c'est que la responsable du lieu, Carole Launay, vous fasse une petite visite. Bonjour et bienvenue au Paddock Paris-Bercy, le premier lieu invitant à la mixité des équipes chez AG2R La Mondiale. Ici, nous avons FlexOffice, le premier du genre dans le groupe, qui invite en fait l'ensemble des métiers à choisir sa place quand il arrive le matin. Le Paddock Paris-Bercy, c'est une grande aventure humaine. On a demandé à chaque collaborateur de nous donner ses usages et c'est comme ça qu'on est arrivé à construire ces cabanes pour faire des points à 2 ou à 3 et ces bulles où on fait aussi des points à 2 ou à 3 mais avec des écrans. Ce que vous voyez ici, ce sont les pizza teams. Elles concrétisent la mise en œuvre de la méthode agile. On avait quasiment cerné tous les usages. C'est pour ça que chaque pizza team a un mur écritoire pour ses daily meetings et une surface hub pour gérer son backlog. On a vraiment essayé de penser à tout, mais comme vous allez le constater, il y a des choses qu'on a oubliées. Qui dit agilité, dit exemplarité. Donc au Paddock, on a fait un peu comme la méthode agile. On est revenu très régulièrement vers les clients, c'est-à-dire les résidents du Paddock, et on leur a demandé à chaque fois de quoi ils étaient satisfaits et de quoi ils avaient besoin. Typiquement, cette zone de pilotage, on n'y avait pas pensé. Donc voilà, on l'a créée à l'extérieur de cette bulle, cette salle de réunion. On peut voir que ici, l'ensemble du pilotage de l'IT Factory se trouve là. L'agilité, chez AG2R La Mondiale, ça fait un certain temps que ça existe, mais elle était méconnue et peu visible. Le Paddock a permis de mettre en lumière cette méthode de travail et lui a donné de la visibilité. C'est la preuve matérielle que l'agilité, chez AG2R La Mondiale, ça existe. La deuxième preuve, et moi je viens du réseau commercial donc je peux vous en parler, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de fonctionnalités servies depuis l'existence de l'IT Factory à l'ensemble des clients. Et ça, c'est une preuve d'efficacité. Si je devais résumer en 3 mots, le Paddock, c'est de l'efficacité démontrée, une super aventure humaine et de l'expérimentation au quotidien.
collaborateurs. Donc dans quelques jours, on va ouvrir un lieu équivalent sur le site de Lille. Il y a 3 points dans la vidéo sur lesquels j'aimerais insister. Le premier sont les pizza teams dont a parlé Carole, qui sont vraiment qui vont vraiment au-delà de juste la disposition de mobilier. Ça nous a vraiment permis de créer des espaces dédiés à chaque équipe et les responsabiliser et les autonomiser. Le deuxième point, ce sont tous les écrans, les tableaux blancs, les surface hub, qui permettent vraiment au quotidien aux équipes de co-construire, de travailler ensemble et de collaborer pour le client. Et le troisième, c'est celui que vous avez vu tout sur la fin avec cette zone de pilotage qui démontre qu'on peut piloter une activité transverse également de manière agile. Ouais, je voudrais aussi ajouter ce qui est écrit au tableau, là, le lieu ouvert, des esprits ouverts. C'est vrai que depuis qu'on a mis en place le paddock, ça a contribué aussi à transformer notre façon de voir les choses et d'aborder le fonctionnement. 2 éléments pour illustrer ça. Le premier, c'est d'avoir remis le client et l'utilisateur au cœur de nos préoccupations. Et le deuxième, c'est le fait d'avoir remis à la fois les métiers et l'IT autour de la table. Ça nous aide vraiment à collaborer de façon vraiment plus naturelle. Alors, t'en parlais, Pierre, et ce que je vous propose, c'est d'aborder maintenant la transversalité. C'est important, parce qu'on est là pour servir des utilisateurs, des clients in fine, autour d'une pizza team, avec bien sûr des métiers et de l'IT. Et Ludovic, tu dois avoir un exemple autour de ça. Oui, sur chaque produit, on a disposé des indicateurs autour de tout ce qui est la culture utilisateur. On a mis en place un ensemble d'indicateurs qui sont visibles et revus par l'ensemble de l'équipe quotidiennement. Donc c'est des indicateurs d'usage de nos services. Et ça permet vraiment à l'ensemble de l'équipe de s'identifier aux clients et ça lui donne vraiment du sens. Et pour compléter aussi, les personnes détachées au sein d'Active Factory que tu évoquais tout à l'heure contribuent également à cette transversalité. Et en fait, dans Safe, c'est un petit peu comme à l'Active Factory, il y a des personnes qui sont permanentes, mais il y a aussi des personnes qui interviennent ponctuellement, qui viennent avec leur expertise. Et c'est ces personnes-là qui aussi doivent nous aider à diffuser l'agilité au sein du groupe. Pour gérer cette transversalité, on a également mis en place un certain nombre de communautés pour animer cette transversalité. Et je pense notamment à une communauté des architectes qui aujourd'hui est composée de plus d'une centaine de personnes. On continue sur la transversalité. Donc on voit qu'il y a la transversalité IT métier et on voit qu'il y a aussi la transversalité au sein même de la DSI. Concrètement, historiquement, il y avait quand même pas mal de silos qui s'étaient créés. Il faut bien voir qu'en embarquant toutes ces personnes dans le même lieu, au même endroit, on a un peu créé une petite révolution, mais ça a vraiment permis de casser ces silos. Et au-delà du lieu, Pierre. Ce qu'il faut, au-delà du lieu, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est de casser et c'est de craquer la culture de l'entreprise. On en a parlé sur le Rex d'avant, c'est vraiment un sujet très important. Et justement sur cette culture d'entreprise qu'on peut vraiment faire évoluer, on profite du nouveau train Edgy que j'évoquais tout à l'heure, qui est notre nouvelle... Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hier, on a parlé d'agilité. Hier, sur la scène, on parle d'agilité. Toute la matinée, on parle d'agilité. C'est bien, c'est sympa, vous êtes agile. Vous êtes agile au sein de la DSI AG2R. Et ça sert à quelque chose, ça? Ça sert à quelqu'un? Hein? Vous n'avez pas l'impression qu'il manque un chose sur votre religieuse? Merci à tous. Merci à tous. Oui, Edgy, c'est le train qui adresse aujourd'hui la chaîne de l'épargne au sein du groupe AG2R mondial. Donc, l'un des 4 métiers dont vous a parlé Arnaud tout à l'heure. Et aujourd'hui, Edgy, c'est un train complet qui a une ambition forte, qui représente à peu près une centaine de personnes qui lui sont complètement dédiées, 8 équipes, et qui a été mis en place pour répondre à 2 objectifs majeurs. Le premier, s'ouvrir fondamentalement sur l'extérieur, puisque nous avons un système d'information qui est un legacy, et donc nous voulons profiter de nouvelles technologies, de nouveaux services comme tout le monde, et nous ouvrir chez nos distributeurs et sur nos réseaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, être capable d'avoir un time to market qui n'a rien à voir avec ce qu'on était capable de faire précédemment. Alors pour faire ça, on a effectivement embarqué l'agilité à l'échelle et Safe, mais nous n'avons pas voulu embarquer ça avec une vision monolithique DSI, comme on l'a évoqué jusqu'ici. Nous avons créé donc tout un plan de transformation
qui est copiloté entre le métier et l'informatique. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire un petit mot d'avancement sur ce train? Absolument. Nous sortons de la semaine dernière du deuxième PIAC Planning. Alors nous en sommes au deuxième, mais nous avons un portfolio management dont je fais partie. Et donc nous sommes en train de travailler sur la bonne affectation de la valeur pour être capable de dégager le maximum au regard de la capacité de développement que nous avons au sein de notre train. Donc on peut dire que pour nous, Edgy est vraiment une étape importante dans le déploiement de l'agilité à l'échelle. Alors tout à fait, on l'inscrit exactement comme vous l'avez expliqué précédemment, dans exactement la même démarche, c'est-à-dire que nous capitalisons en fait sur ce qui était fait précédemment, nous profitons des expériences qui ont été menées à un moment donné pour nous construire nous-mêmes, nous essayons d'aller plus loin, effectivement, toujours dans cette démarche agile, et nous voulons aussi servir d'expérience au prochain, c'est-à-dire que nous voulons devenir l'expérience d'avant pour notre prochain. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, entre l'IT et le métier, les frontières deviennent poreuses. On peut dire que les rôles et les responsabilités entre nous ont vraiment évolué. Par contre, ce qui est important dans l'agilité, c'est que les décisions soient prises en commun, que la façon dont on va délivrer la valeur au métier, au client, soit prise ensemble. Tout comme quand on a des problèmes avec lors du delivery, qu'on a besoin d'accompagnement de coach, que ce soit quelque chose qui soit décidé ensemble. Oui, à ce propos, Pierre, j'ai un petit souci effectivement sur mon train. Ouais, tu vois, par exemple, on a mis un programme management, parce que je parlais de portfolio tout à l'heure, mais on a mis un programme management qui est aujourd'hui assez élaboré, assez gros, assez important, et pour le coup, je ne suis pas convaincu que ça fonctionne bien. Tu as une solution à ça? Alors, moi j'ai des idées, mais je pense que la meilleure personne à aller voir, c'est le coach, puisqu'il est là pour nous accompagner. Alors Cédric, asseyez-vous. Cédric, il y a Christophe qui a un petit souci à te soumettre. Quel est ton problème? Cédric, en fait, on a un train qu'on adresse au niveau portfolio management, avec un programme management, ok. Et puis, on a beaucoup travaillé sur cette approche-là, et en fait, on a un programme management qui est un peu présent, un peu large. D'accord. Trop de personnes, c'est ça? Trop de personnes, et finalement, la productivité qu'on peut en attendre n'est pas forcément à hauteur de ce qu'on pouvait en espérer. En clair, ça ne marche pas très bien. Ça marche pas très bien. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que tant de gens se sont mis dans cette case product management? C'est quel type de personnes, d'ailleurs, qui sont mis là-dedans? Ben, c'est plutôt du management intermédiaire. Ouais, des managers. Des managers. Donc, ils ont dû faire une association, non pas avec product, mais avec management. Pourtant, dans product management, il n'y a pas grand-chose de management comme on avait l'habitude de faire. C'est vrai. Et on en avait parlé à ton lancement de train, il me semble. Tu es sûr de ça? Oui, je crois. Bon. Alors, je vais peut-être oublier. Cédric, est-ce que tu peux nous rappeler justement les points clés dans la transformation à l'échelle? Si je devais revenir quelques années en arrière, voici les quelques conseils que je nous donnerais. Le premier, c'est celui-ci, c'est organigramme hiérarchique d'entreprise versus organisation opérationnelle safe. Ça ne matche pas, c'est deux choses complètement différentes. Le message d'après, ce serait travaillons plus la vision. Le pourquoi on le fait, le comment on le fait et ce vers quoi on tend. Une transformation, c'est très dur, ça prend du temps. C'est en phase, ça va concorder. Ça prend du temps et il vaut mieux être tous alignés sur à quoi on va être mangé dans les prochaines années. Le point suivant, ce serait on arrête de réfléchir, de cadrer pendant des semaines. C'est on se forme, on se lance et on apprend. C'est la façon de se transformer, la façon agile de se transformer. C'est d'ailleurs comme ça qu'on apprend quand on est enfant à faire du vélo. Le point qui est très important chez nous dans notre entreprise, c'est à chaque lancement de train, par exemple, faisons une coalition métier IT très forte. Alors nous, on part tout le temps sur de bonnes bases, ça commence bien au début, par contre, quand ça durcit un petit peu, on reprend vite nos bonnes vieilles habitudes. Donc ça doit être une coalition très très forte, et surtout dans le temps. Le point suivant, c'est quelque chose qu'on doit encore vraiment travailler, ce serait manager co-leader du changement, et vraiment partie prenante, et d'entraîner les équipes. Pour l'instant, on a beaucoup de managers qui font le grand écart. Je vous dis ça parce que c'est eux souvent qui me disent la posture d'avant et la posture d'après, c'est pas la même. Le point suivant, c'est valable beaucoup pour nous, parce qu'on a des SI, je sais pas quel boulot on a parlé, on a des SI très legacy, très historiques.
remettre de l'architecture agile au centre du truc, parce que c'est cool de faire une transformation, lancer un train, mais si on n'a pas le SI qui permet de livrer toutes les 3 semaines, toutes les sprints, tous les incréments, et qu'on a des versions biannuelles par exemple, bah, le time to market et la qualité ne sont pas vraiment au rendez-vous. Et dernier truc, on va vous en parler tous les 5 parce que c'est ce qu'on ressent depuis des années, c'est le côté aventure humaine. On ne règle pas toute notre transformation avec des process, mais on transforme des gens, on se transforme. Et voilà, c'est ce qu'on souhaitait partager avec vous. Arnaud, premier retour, qu'est-ce que tu en penses? Aventure humaine. Aventure humaine, c'est ce qu'on disait en introduction, hein, c'est ce qui est le plus important. C'est comme ça qu'on transforme, c'est comme ça qu'on fait mobiliser les personnes et puis surtout on redonne du sens. Je dirais aussi que on est une entreprise composée d'hommes et de femmes, on a vu chez nous c'est plus de 10 000 personnes. Et donc à la DSI c'est pareil. Et donc un élément important c'est que la DSI, nous on est business partner des métiers. On doit les accompagner, travailler ensemble pour délivrer de la valeur auprès des clients. Donc moi ce que je dirais c'est le mot-clé c'est la coopération. Moi je voudrais insister sur l'audace. Se lancer, ne pas avoir peur de se lancer. L'IT Factory, on aurait pu la cadrer pendant 2 ans et essayer de calculer un ROI. Non, finalement, on s'est lancé, on a essayé, on a expérimenté, on a pu ajuster derrière, et maintenant on voit qu'on arrive à démultiplier. Moi, l'humilité, parce qu'elle nous permet d'apprendre, elle nous permet de collaborer, et puis elle nous permet également de désapprendre aujourd'hui pour mieux réapprendre dans cette transformation. Moi, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est souvent tout ce qu'on est en train de raconter là, c'est des lubies de coach. C'est pas vraiment des lubies de manager de base, en tout cas pas chez nous. Et je suis content de le partager et que mes collègues là ici présents comprennent, voilà, qu'on soit dans la même mouvance parce que c'est signe de quelque chose qui se passe chez nous. Je vais vous dire, c'est pas du tout ça. Rien à voir. Petite perspective à 6 mois, 8 mois, 1 an. On va lancer un 3e train assez conséquent d'ici fin d'année. On a plein de sujets de continuer à construire notre académie, de sourcer. On a plein de choses sur l'architecture. Vraiment, il y a plein de sujets très intéressants. L'académie pour devenir coach, devenir RTE, aller sourcer en interne. On est toujours... on n'a encore pas de plan de transfo global, mais il y a des petites choses qui se trament actuellement qui font nous dire que ça sent bon. En tout cas, on est dans une ère d'industrialisation, puisque maintenant il faut étendre, mais on va toujours le faire sous forme d'expérimentation, déjà parce qu'on aime bien se faire mal, et puis on aime bien apprendre par nous-mêmes et que ce soit vraiment à notre sauce. Ouais, pour industrialiser, ce qu'on veut, c'est lancer plus de trains. En lancer plus et plus simplement. On pourrait dire que c'est un peu la dimension verticale de notre transformation. Et comme on l'a déjà évoqué, on a besoin aussi de synchroniser l'ensemble de ces trains. Donc c'est cette dimension horizontale qui doit continuer aussi à être l'une de nos attentions principales. Mais pour réussir cette transfo, on a aussi besoin de transformer nos méthodes de travail, on l'a évoqué, transformer notre façon de faire, transformer nos plans de transformation, adapter nos plans de transformation. Et justement, Ludovic voulait faire un petit retour d'expérience sur le sujet. Oui, pour rebondir sur l'ère de l'industrialisation, sur la partie formation, là on est en train d'entrer dans cette ère-là. Donc là, le parcours de Scrum Master dont je parlais, on a industrialisé, maintenant on a plusieurs personnes qui rentrent dans ce parcours-là. Avec la DRH, on est en train de monter le même type de parcours que tu évoquais pour les coachs et les RTE. Et donc du coup, les partenaires à la DRH sont super importants pour travailler avec nous pour construire les parcours, construire les campus pédagogiques, détecter, sélectionner les candidats qui rentrent. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter nos partenaires. Alors au sein du groupe, la DRH accompagne les métiers et la DSI dans le déploiement de l'agilité au travers de différents types d'activités. Tout d'abord, on va dire la première des activités, c'est d'aller sourcer, chercher, identifier, que ce soit en interne ou en externe, les profils, les hommes et les femmes qui auront l'envie, les compétences, l'appétence, le potentiel pour développer cette posture si spécifique qui est celle de l'agilité. Donc pour cela, nous travaillons bien entendu beaucoup avec la DSI, avec les managers, pour aller rechercher ces personnes. Une fois que nous les avons recrutés, il est important de pouvoir les former, les alimenter régulièrement. Ce sont souvent des personnes qui sont très friandes de formation, d'accompagnement, de certification.
Et donc nous avons travaillé avec les équipes bien sûr de la DSI pour développer notamment en interne tout un parcours de certification autour de l'agilité. Et puis ces personnes, il faut évidemment les faire évoluer également. Et donc notre rôle, c'est de pouvoir, en discutant bien sûr, et avec les managers de la DSI et avec les métiers, eh bien, en discutant sur des opportunités d'évolution dans notre groupe, soit toujours au sein de la DSI, soit vers le digital, soit dans les métiers. Donc ça, c'est très important de pouvoir donner, non pas seulement, j'ai envie de dire, des perspectives de carrière, parce que ce n'est pas forcément ce qu'ils recherchent, mais plutôt des orientations vers de nouveaux projets. Actuellement, en tant que responsable du département projet-programme, j'ai vraiment cette chance avec les équipes de relever le défi de faire cohabiter donc ces deux mondes, celui à la fois qui s'est lancé dans cette aventure de l'agile et celui qui n'y est pas encore. Ces deux mondes doivent vraiment trouver leur propre mode de fonctionnement, mais aussi trouver entre eux les bonnes accroches, les bonnes interactions, parce qu'aujourd'hui la transversalité c'est vraiment une réalité dans un groupe tel que le nôtre. Il est très fréquent que pour adresser un sujet, nous soyons obligés de piloter, coordonner, animer ces deux mondes en même temps. Donc c'est un vrai changement de savoir-faire, mais surtout de savoir-être. Il faut faire preuve de conviction, accepter et faire comprendre que tout le monde ne va pas forcément se transformer en même temps, au même rythme, voire même de la même manière. Qu'il faut accepter de sortir de sa zone de confort pour vivre cette nouvelle aventure professionnelle et humaine, et surtout accepter que tout ne sera pas parfait tout de suite. Un message également important, que cette transformation n'est pas que parisienne et qu'elle arrive aussi en région, dans un monde, aujourd'hui dans un groupe où la collaboration multisite est une réalité qui s'inscrira dans la durée. Mais vous l'avez compris, au-delà des technologies et des méthodes, c'est l'humain avant tout qui est au cœur de ce changement. Alors pour conclure, ce que je vous propose, chers collègues, chers camarades du jeu, c'est de formuler un vœu pour 2025. Et je vais vous donner le mien, je vais commencer. Je pense que la confiance est essentielle quand on fait de la transformation. On avait quelques différences, et vous l'avez bien compris, entre le métier et l'IT, on ne se faisait plus confiance. Au moins cette transformation, et on est la preuve aujourd'hui, nous permet de dire aujourd'hui on se fait complètement confiance. On est confronté au quotidien à des changements. On n'est pas toujours bien armé pour y faire face. Certains disaient le changement c'est maintenant, moi je dirais le changement c'est tout le temps. Et donc mon vœu pour 2025, c'est que la force du collectif nous aide à faire face à ces changements, à savoir nous adapter et à évoluer au sein de l'entreprise avec ces nouvelles pratiques. Ludovic ? Oui, si j'imagine 2025, j'aimerais que la transformation agile, on n'en parle plus parce qu'elle sera réalisée, que l'ensemble de l'entreprise ait intégré cette fameuse culture dont on parle tant. On pourrait imaginer avoir des paddocks partout en France, que tous les projets d'IPI Planning, on parlait depuis projet d'ailleurs, on va imaginer l'IPI Planning virtuel, etc. Et enfin, avoir nos PO, que nos utilisateurs finalement soient nos futurs PO, nos futurs PO de demain. Moi, mon... Vas-y, je t'en prie. C'est Cédric. C'est à moi, je crois. Mon vœu pour 2025, ce serait que ce qu'on vit là, plus de gens dans l'entreprise le vivent, parce qu'on a du quotidien vraiment qui est magique. Pousser les murs, expérimenter et pas avoir peur de se tromper, de se ramasser. On a toujours notre grand chef là ici qui est là pour nous, la plupart du temps, nous aider à nous relever. Être à l'aise avec ça, je pense que c'est ce qui fait, enfin, je ne vais pas dire notre charme, ce serait prétentieux, mais c'est ce qui fait que voilà, on aime venir bosser. Et faut que 2025, ça peut devenir la culture de l'entreprise, ce serait génial. Et le deuxième petit vœu, ce serait de voir messieurs plus souvent avec ce joli t-shirt parce que il est magnifique. Alors, moi pour le coup du côté métier, un vœu assez simple sur 2025, plus de MOA, plus de MOE, plus de verticalité qui sont représentées par ces acronymes, plus de comité de pilotage. Comment est-ce qu'on peut encore aller dans un comité de pilotage alors qu'on a le magnifique board qui vous explique tout et des équipes qui sont prêtes à les partager avec vous. Voilà mon vœu 2025. Peut-être un petit peu plus loin, de l'holacratie la plus complète, c'est-à-dire que c'est celui qui fait qui sait, et c'est celui-ci qui possède le pouvoir, qui décide, entre autres, de la rémunération de l'informatique. Et inversement, non Et inversement. Ah, et inversement. Bon, avant que ton vœu se réalise, quand même, voilà, on tenait à vous remercier de nous avoir écoutés. Et puis on va changer un peu la conclusion, si vous voulez bien. Qu'est-ce que vous pourriez nous souhaiter pour 2025 au regard de cette présentation? Est-ce que, voilà, dans cet échange,
questions-réponses. Vous pouvez aussi avoir des conseils, n'hésitez pas. Merci.